Je vais vous présenter donc, le challenge qu'on propose chez Wastrat. Donc, on fait de la simulation énergétique territoriale et en gros, c'est simuler la consommation et la production d'énergie heure par commune en France et s'en servir pour guider un peu des décisions dans le domaine de l'énergie. Donc, le challenge, pour vous donner un peu de contexte, on s'intéresse à la consommation d'électricité en France qui va être spatialisée. C'est la carte que vous avez en marron en haut. Donc, chaque région consomme d'heure en heure différemment. Vous avez aussi la production, évidemment, qui doit comment dire, euh, être l'équivalent de la consommation qui est appelée sur le réseau. Et donc vous allez sur l'autre carte un peu plus orange, vous avez un exemple du mix électrique français à une heure donnée. Donc vous allez avoir des centrales nucléaires, des centrales à charbon. Voilà. Et à droite, c'est pour vous donner un peu une idée du type de données qu'on a. Donc ce que vous avez en haut, c'est une série temporelle de la demande en électricité horaire. Au milieu, vous avez en bleu la production éolienne, en jaune la production photovoltaïque. Et en bas, vous avez la production horaire d'un réacteur, d'une centrale horaire. Et donc le challenge, l'objectif, c'est de prédire la production horaire de chaque moyen de production en France. Donc ce que vous avez comme image là, c'est un exemple de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et il y a un certain nombre de contraintes. Pour décrire proprement ce qui se passe sur le système électrique, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que la production au niveau national doit être égale à la demande résiduelle sur le réseau. Qu'est-ce que j'appelle demande résiduelle? C'est la demande, donc vous et moi qui branchons notre four à micro-ondes, un industriel qui lance un moteur, moins la production renouvelable. Parce que pour l'instant, la production renouvelable, elle est injectée directement sur le réseau. Et donc c'est ce résiduel-là qui doit être équilibré par les productions standards, ce à quoi on s'attend quand on pense à un outil de production électrique. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est que vous avez besoin que votre production d'un groupe donné respecte les contraintes de disponibilité de ce groupe. Parce qu'il y a de la maintenance qui est prévue quelques mois, voire des années en avance. Vous pouvez avoir des pannes. Et en fait, à un instant donné, le parc n'est pas exactement le même suivant les disponibilités de vos moyens de production. Et donc là, ce que vous avez en bleu, c'est la disponibilité d'un moyen de production. Et en orange, la production qui est donc contrainte, qui est pincée par cette enveloppe bleue. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? En fait, ça irrigue comment dire, produire quelque chose qui permet de décrire un peu plus finement l'équilibre sur le système électrique français. Ça permet d'enrichir un peu les questions qu'on peut se poser sur la notion de l'intensité carbone, par exemple. Combien de tonnes de CO2 sont émises quand vous consommez de l'électricité? En fait, ça fluctue d'heure en heure en fonction de quelles sont les centrales qui sont appelées, comment est-ce qu'on influence les parcs de production qui sont installés à un instant donné. Puis ça traverse beaucoup des sujets de société qui sont à l'heure actuelle assez présents. Quand vous entendez parler du fait d'ajouter du photovoltaïque, de retirer la production fossile ou de réduire le nucléaire, en fait, quand vous prenez en compte le type de contraintes que je vous mets là, évidemment, il y en a beaucoup plus dans la vraie vie, entre guillemets, mais quand vous prenez en compte ces contraintes-là, en fait, vous vous rendez compte qu'un certain nombre de ces objectifs sont mutuellement exclusifs. Et donc, pouvoir décrire ces choses-là pour pouvoir guider un peu ce qui est fait est quelque chose de profondément intéressant. Et puis, il y a aussi le fait que profondément, c'est chouette juste parce que les données sont riches, elles sont propres, et il y a il y a beaucoup de structures. Si on veut creuser, on peut faire des choses entre guillemets simples. On va utiliser des algorithmes standards. Et à mesure qu'on cherche à faire quelque chose de plus en plus subtil, on peut s'appuyer sur beaucoup de compréhension assez fine de comment marche effectivement un réseau électrique pour le décrire. Donc à mesure qu'on enrichit nos modèles, on peut commencer à décrire de façon assez proche de la réalité ce qui se fait. En pratique, qu'est-ce que c'est nos données? On a des moyens de production, donc il y en a 157 en France. Ces moyens de production, ce n'est pas des centrales, c'est vraiment les turbines. Donc dans une centrale, vous pouvez avoir plusieurs turbines, et chaque turbine est pilotée de façon indépendante. Vous en avez 157. Chaque centrale est décrite par sa technologie. Celle-là, on vous la laisse en clair parce qu'on pense que c'est important de l'avoir en clair pour pouvoir exercer un regard critique sur les sorties que vous pouvez avoir. Et ensuite, on ne laisse pas en clair la région d'appartenance et la capacité maximale pour en gros rendre la tâche un peu plus compliquée à ceux qui seraient tentés d'aller récupérer des données sur le net pour améliorer leur score. Et une fois qu'on a ça, il y a évidemment des séries temporelles. Donc les séries temporelles, c'est quoi? C'est la demande en électricité, la production éolienne, la production photovoltaïque pour les 12 régions françaises. Vous avez également 6 de ces 12 régions qui ont des frontières avec nos voisins, et donc il y a les interconnexions, donc les imports et les exports. Et puis vous avez la production de ce qui s'appelle l'hydrophile de l'eau par opposition au barrage, qui est donc la production des turbines qui sont sur les rivières.
Et ça, on l'a qu'au niveau de la France. Et pourquoi est-ce que je vous donne ces données au niveau des régions? C'est parce qu'en fait, je vous ai parlé de la contrainte qui est que la production doit être égale à la demande résiduelle au niveau national. Mais en fait, derrière, justement, il y a de la structure un peu fine sur ce qui se passe. Et évidemment, vous avez une multitude de possibilités qui répondraient à cette contrainte. Et parmi les critères qui permettent de guider le choix des producteurs à un instant donné, il y a le fait notamment de produire de l'électricité proche de là où elle est consommée. Parce que si vous la produisez loin, excusez-moi, sur les lignes à haute tension, vous avez de la perte, et donc vous cherchez à minimiser ça. Ça, c'est un premier exemple. Vous avez aussi, du coup, les disponibilités qui vous sont fournies sur les 157 moyens de production. Et donc, au total, vous avez 200 séries temporelles qui sont sur un an et demi, donc 13 152 heures pour chacun. Et l'objectif, c'est de prédire la production de chacun de ces moyens de production, et donc c'est la courbe orange que vous avez en dessous. La métrique, c'est une métrique très standard, c'est une norme L2 renormalisée, donc je ne rentre pas plus dans les détails, c'est tout ce qui est le plus standard. Et ensuite, le benchmark, on propose un algorithme très naïf pour initialiser un peu le problème, c'est de se dire, à un instant donné, je regarde quelle est la disponibilité de mes moyens de production et la somme de toutes les disponibilités de mes moyens de production. Et si j'en prends un, je dis, bon, bah, lui, il pèse, entre guillemets, 3% de la disponibilité totale à cet instant donné. Et je vais juste dire que du coup, il produit 3% de ce qui est demandé dans mon résiduel. Et si je fais ça, vous avez en bleu l'observé, en orange le reconstruit, et vous avez une métrique dont la valeur est de 0,25 dans ce cas-là. Et le conseil, le point important sur ce challenge, je pense, c'est d'essayer d'intégrer au fur et à mesure ce qui se passe dans le sous-jacent de la réalité physique. Donc c'est pour ça que je vais vous décrire un tout petit peu plus ce qui se passe. Donc vous avez une demande en électricité qui est exogène, qui est incertaine. Donc là, vous avez une source d'incertitude, mais vous en avez évidemment des plus importantes et des plus sérieuses par ailleurs. Vous avez la météo qui est exogène et qui induit donc de la production renouvelable, et le résiduel. Et une fois que vous avez ça, comme je le disais avant, vous avez donc une multiplicité de solutions potentielles qui répondent à la contrainte de production nationale. Et un autre de ces mécanismes qui rentre en jeu, de ces réflexions des producteurs qui rentrent en jeu, c'est le fait qu'à somme de toutes les productions données, ils cherchent aussi à minimiser leurs coûts de production. Et ces coûts de production, on peut y réfléchir en considérant qu'il y a 3 gros termes. Et ces termes, c'est quoi? C'est un coût marginal. Pour chaque groupe de production, vous avez un coût marginal. Donc en gros, quel est le prix de la tonne de gaz naturel si vous avez une centrale à gaz. Vous avez un coût de variation. C'est coûteux de faire fluctuer la production parce que ça induit plus de maintenance. Et vous avez le fait aussi que allumer ou éteindre une centrale, c'est coûteux en soi. Et donc ces coûts sont spécifiques aux technologies. Et donc certes, la variation est coûteuse, mais vous allez plutôt vouloir faire varier le gaz que le nucléaire, par exemple. Et donc une fois que vous avez ce genre de mécanisme sous-jacent en tête, ça peut guider un peu vos choix d'algorithmes de modélisation. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site wattstra.com/datachallenge. Vous avez aussi une FAQ qui pour l'instant est vide, mais qu'on nourrira au fur et à mesure qu'on recevra des questions pour que tout le monde puisse être à jour sur quelles ont été les questions posées, quelles ont été les réponses qu'on a apportées. Et je vous engage à jeter un coup d'œil au notebook IPython qu'on fournit avec les données, qui reprend tout ça bien plus en détail et qui vous met aussi les bouts de code pour vous permettre de rentrer plus vite dans le problème sans s'embêter à perdre du temps bêtement sur les données et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée et bon courage.